Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, surtout pour échanger avec vous autour de la sociologie et de l'anthropologie visuelle, et surtout de partager avec vous ma petite expérience dans ce domaine. J'utilise sociologie, anthropologie visuelle, et j'ai vu hier une réaction sur Facebook, une personne qui a dit, mais c'est quoi socio-anthropologue, tu vois? Bon, on peut répondre si vous voulez, parce que pour moi, c'est difficile de faire le partage entre sociologie et anthropologie. C'est une histoire, hein, c'est toute une histoire, qui sont très imbriquées, si vous voulez. Sciences de la société, en gros, c'est de la société, sciences de l'homme. Mais est-ce qu'on peut étudier les sociétés sans étudier l'homme? Est-ce qu'on étudie l'homme sans étudier sa société, etc. Donc, bon, c'est une histoire, c'est pas notre propos. Et c'est vrai, depuis un certain temps, on pratique aussi de l'anthropologie chez soi, alors que l'anthropologie, c'est toujours aller étudier les peuples autres, voilà, qu'on appelait les peuples primitifs, on les appelait les peuples sans écriture, on les appelait. Il y a beaucoup de qualificatifs, parfois avec un rôle raciste. Si vous voulez, l'anthropologie visuelle, comme l'anthropologie tout court, elle n'était pas enseignée dans les universités. Moi, je me dis anthropologue, mais avec les autres qui se disent anthropologues, mais on était formés sur le tas, sur le terrain, en lisant les livres. Et même l'enseignement de la sociologie, les sociologues, vous devez connaître un petit peu son histoire, parce qu'à un certain moment, c'était combattu, c'était interdit, etc. Nous sommes très heureux ces derniers temps de voir qu'il y a énormément de départements de sociologie au Maroc. Alors, nous, on peut dire qu'on a pratiqué de la sociologie et de l'anthropologie de façon très clandestine. Euh, et donc, nous sommes, moi personnellement, je me réjouis de voir tous ces départements. Et dernièrement, j'étais invité à l'université Ibn Tofel, qui ont même fondé, qui ont même créé un département d'anthropologie, tout court. Et je me réjouis aussi de voir que l'anthropologie visuelle a été inscrite dans le cursus, dans ce cursus universitaire. Et j'ai vu depuis un certain moment qu'il y a des académiciens qui s'intéressent au documentaire. Les journées dont tu as parlé, maintenant je ne veux plus utiliser professeur, dont tu as parlé Zakaria tout à l'heure, c'était euh, c'était essentiellement des enseignants qui ont fait des documentaires, y compris des enseignants d'ici. Et donc c'est une perspective nouvelle qui est ouverte ces derniers temps, euh, euh, avec cette production de films documentaires par les enseignants et nous l'espérons aussi par les étudiants. Et cette année, euh, on va, euh, on va même projeter des documentaires qui sont faits par des étudiants. Euh, euh, donc, cette institutionnalisation de la pratique de l'anthropologie ou de la sociologie visuelle dans le cursus est pour moi une très bonne nouvelle. Et comme j'ai dit, je suis très heureux d'être associé à cette initiative. Et donc, et je suis très heureux que ce soit fait ici et que ce soit fait par Zakaria et son équipe parce que c'est des gens avec qui j'ai des relations, bien sûr, scientifiques et de sang, mais surtout des relations affectives. Et donc, pour les étudiants, je peux dire que vous avez une chance de bénéficier de ce module qui pourrait au moins vous initier à cette problématique de l'usage de l'image, de l'audiovisuel, dans vos activités d'études, hein. Ça peut aussi vous aider dans vos recherches et pourquoi pas dans l'avenir, c'est vous devenir enseignant. Alors, si vous voulez, pour cette conférence court, je vais suivre un plan, je vais vous l'exposer, mais ne vous effrayez pas. Je vais d'abord poser le contexte, je vais contextualiser cette intervention. Je vais dire en deux mots, c'est quoi l'anthropologie visuelle ou la sociologie visuelle. Et je vais parler d'un présupposé de cette anthropologie visuelle euh,
qui est de produire de la connaissance, mais une connaissance autre, une autre connaissance par l'image. Et donc, je vais essayer de parler un tout petit peu de cette dichotomie entre la connaissance qui est discursive, qui vient des textes, etc., et la connaissance non discursive, qui est une connaissance qui vient des images. Après, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est en quoi consiste l'acte de réaliser un film. Comment réaliser un film? Et là, je vais parler de mon propre expérience. Je vais aussi, chemin faisant, dire comment je suis venu à la production de films et finir par poser une question, est-ce que le film documentaire, quand on fait un documentaire, est-ce qu'on est en train de faire un acte euh, politique et militant, finalement? Alors, pour la contextualisation de cette intervention, je vais parler bien sûr de l'ancienneté de l'anthropologie, et Zachary l'a évoqué, et je ne suis pas là pour vous faire un cours d'anthropologie ou de sociologie visuelle. Je vous le dis franchement, je n'ai pas cette compétence, parce que si je veux faire un cours, il faut vraiment aller le préparer, lire, etc., relire, etc., etc. Mais quelques éléments de cadrage qui sont empruntés, bien sûr, à la littérature de l'anthropologie visuelle, sont nécessaires juste pour situer. Je suis sûr que vous connaissez déjà des choses sur ça. Il y a une littérature très abondante sur la sociologie visuelle, l'anthropologie visuelle sur Internet. Il y a même des films qui remontent à très loin que vous pouvez regarder et c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas de secret. Je vous le dis tout de suite. Vous voulez faire des documentaires? Il n'y a pas de regarder les documentaires. Vous voulez faire des films? Regardez les films. Vous voulez écrire des histoires? Allez-y, des histoires. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Je peux m'arrêter là et mais là, il faut vraiment faire attention à ça. Bien sûr, je vais donner quelques éléments juste pour présenter, pour, euh, pour, pour tout simplement dire de façon très brève, très rapide, le lien qui existe entre la pratique de la science anthropologique ou sociologique et la production des images. Alors, c'est quoi d'abord l'anthropologie ou la sociologie visuelle? Ça existe, on l'a reproduit l'année dernière. C'est une branche de l'anthropologie culturelle qui cherche à étudier, à produire des images fixes, ça veut dire des photos, ou bien animées, ça veut dire des images. Et, euh, euh, et cette pratique, comme ça a été dit, il est très très ancienne. Et on fait remonter l'anthropologie visuelle, si vous voulez, à l'anthropologue autrichien Rudolf Posch, de 1870-1921, qui était l'un des précurseurs de cette pratique et qui, je cite, se sert pour la première fois d'une caméra de cinéma. Regardez, c'est 1870, 1921, vraiment, on était 19e siècle, début du 20e siècle, et il va se servir de la caméra pour ses expéditions en Afrique pour enregistrer les habitudes des aborigènes pour la création d'archives en Allemagne. Et donc, vous voyez, c'est déjà l'anthropologie, c'est aller étudier les autres et aller les filmer, aller les enregistrer et à quoi on s'intéresse à leur culture. C'est quoi leur culture qu'on voulait, etc. Et si vous voulez, les verbes d'action qui existent ici, c'est enregistrer, c'est créer des archives. Et c'est quoi une archive? C'est un document. Donc, quand on fait un documentaire, c'est qu'on est en train de créer de la documentation, qu'on est en train d'archiver. Archiver, c'est documenter, c'est créer des documents, c'est qu'on va rassembler dans un documentaire. Et si vous voulez, je le dis, un documentaire est une archive. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je la conçois. Quand je fais un film, je dis, ah tiens, Dieu merci, je viens d'archiver quelque chose sur telle ou telle région, sur telle ou telle pratique, etc. Bien sûr, les aborigènes, ce sont les populations d'Australie. Comme j'ai dit, on les appelle les autochtones, on peut les appeler comme on veut, les indigènes. Voilà. Et d'autres noms, surtout en France, se sont intéressés aussi
à cette pratique. Je pense à Jean Rouch, qu'il faudrait voir. Il y a des films, qui a travaillé avec Griol et d'autres, surtout sur les Dogons, sur leurs pratiques rituelles. Ils étaient vraiment très, très intéressés par tout ce qui est pratique rituelle. Et aussi en Amérique, avec Margaret Mead, il y a un film que vous pouvez regarder qui s'appelle Trance and Dance in Bali, en Indonésie, de 22 minutes. Vous pouvez regarder, vous allez voir comment à l'époque on s'intéressait. Et puis c'est elle-même qui faisait le commentaire, etc. Et je peux vous dire que cette pratique a été initiée au Maroc. Euh, et c'est là le problème que nous avons dans ce pays. Je sais que c'est Paul Pascal, il avait fait un documentaire sur le Maroc de Temjlouch, qui est le Maroc de l'Égoté, qu'on a aussi. je- Dans mon dernier livre, j'ai fait toute une ethnographie que j'ai reproduite dans le livre, qui est similaire à ce Maroc de Temjlouch, mais le film a été perdu. Voilà. Mais il y a d'autres films. Je peux vous communiquer toute une filmographie que j'avais commencé avec l'invitation de Hicham une fois où j'ai parlé un petit peu du film ethnographique. Et je peux dire qu'il y a des films et on voit maintenant que de plus en plus, on est en train les Marocains sont en train de faire des films et bien sûr que vous allez certainement en faire vous-même. Alors maintenant, je voudrais dire juste quelque chose sur un des présupposés de l'anthropologie visuelle, c'est qu'il dit qu'elle produit de la connaissance visuelle. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des gens, des anthropologues qui, bien sûr, qui produisent de la connaissance, mais là, ils disent, on va produire une autre connaissance, qui est une connaissance par l'image, et, et dans un texte, je voudrais que vous le lisiez d'une dame qui s'appelle Clara Paquet, 2016, c'est pas ancien. Il parle de l'anthropologie visuelle de Jean Rouch. Vraiment, je vous recommande de le lire. Il dit ceci: l'anthropologie visuelle repose sur la conviction, c'est le présupposé dont j'ai parlé, que la caméra et l'enregistrement sonore, vous voyez, quand on fait de l'image, on enregistre et du son et des images, produisent des contenus de connaissance. Donc, on est dans la connaissance d'un nouveau type. C'est une connaissance non discursive, apte, et là, c'est le présupposé le plus difficile, c'est discutable, apte à rendre compte de phénomènes réels complexes, qu'aucun, qu'aucune analyse textuelle ne se rendre. Vous voyez, il y a quelque chose de plus important dans l'image que dans le texte visuel. Dans ce présupposé, ça veut dire que avec l'image, on peut capter des choses qui sont plus complexes que le. Je vais revenir sur ça. Et donc, si vous voulez, la caméra et le micro, ils ont cette capacité de produire des contenus de connaissances d'un nouveau type, c'est-à-dire une image, un son, oui. Et deuxième chose, c'est l'aptitude à rendre compte de phénomènes réels complexes que l'analyse textuelle ne saurait rendre compte. Je vais encore expliquer tout ça. Et donc, si vous voulez, dans ces citations, on oppose deux choses, caméra et micro, ou images, documentaire, etc., et analyse textuelle. Alors, pour essayer de vous illustrer cette attitude de l'image et du son à rendre compte du phénomène réel complexe, on peut prendre l'exemple d'un rituel, n'importe lequel, par exemple une soirée, une lila de Gnawa, par exemple. Vous assistez à une lila de Gnawa, vous allez voir un moussem, ou tout simplement une fête que vous connaissez tous, c'est un mariage. Vous assistez à un mariage, il y a différentes façons d'être là, vous pouvez tout simplement, ou là, les arts. Tout ça, c'est des. Regardez, je vous donne aussi quelques idées pour faire des films. Vous êtes là, vous pouvez aller manger, boire, etc. Mais aussi, vous pouvez observer et regarder, c'est quoi ce rituel.
Et donc, c'est des choses très complexes. C'est quelque chose de très complexe. Mendbar, c'est quelque chose de très complexe. L'île de Gnawa, c'est quelque chose de très complexe. Tout ça, c'est très complexe. Mais en tant qu'anthropologue, on peut faire une description de Gnawa, on peut l'analyser, etc., etc., etc. Mais aussi, on peut filmer. C'est pour ça que j'ai dit ici, supposons que ce soit votre sujet de mémoire ou de thèse, etc. Euh, Vous pouvez écrire un rapport de 100, 150, 200 pages, etc. Mais aussi, vous pouvez produire un film de 2 minutes, de 25 minutes, de 52 minutes, etc. On appelle un document. Et donc, vous avez deux types de documents. D'un côté, vous allez observer, vous allez collecter des données, vous allez les analyser et vous rédiger pour exposer vos résultats. In fine, vous produisez un texte. C'est ça, le travail de. C'est le processus et le propre de toute recherche en sciences sociales. C'est comme ça qu'on fait. Il y a des procédures, etc., problématiques, machin, etc. Et on arrive à un texte. Quand on fait de l'anthropologie visuelle, on fait autre chose. On observe toujours la même chose. En film, c'est-à-dire on capte des images, on fait attention à des scènes, on enregistre des sons, et on va prendre tout ça pour l'organiser, pour les monter, comme il y a le montage. C'est un petit peu le même processus d'écriture. Résultat, vous allez produire un film, c'est-à-dire une succession d'images qui sont bien agencées par le montage, par l'effet magique, je dirais, du montage. Et ce sont, si vous voulez, deux processus complètement différents, mais qui, à mon avis, peuvent être complémentaires et qui peuvent s'inscrire dans un continuum, d'où le titre que je donne. Ce sont deux processus qui peuvent être inscrits dans le continuum d'un travail d'un chercheur. Je vais donner quelques exemples. Et si vous voulez, ces deux processus ils produisent deux types de supports, le texte d'un côté, mais de l'autre le film, c'est-à-dire des images fixes et ou animées, accompagnées au nom de son, de musique, de bruitage, d'effets spéciaux, etc. Là, chacun va faire ce qu'il veut. Et pour revenir à cette capacité de l'image ou des films ou des commentaires à rendre compte des phénomènes complexes, je vais dire ceci. Le texte dit des choses que l'image ne peut pas dire. Le texte est gouré. On ne peut pas montrer par l'image un concept. On ne peut pas le montrer parce qu'il est abstrait, il est construit. Il faut des indicateurs, etc., pour le décomposer, etc. On ne peut pas le montrer par l'image. De l'autre côté, l'image montre des choses que l'écrit ne peut pas traduire par des mots. Je peux faire une description vraiment très détaillée. Moi, j'ai décrit la danse, j'ai décrit des rituels, etc. Mais les films, c'est autre chose. Parce que là, on montre les choses. Parce que comment dire, décrire, c'est un discours qu'on vient superposer sur l'image, qui vient sur l'image, qui vient s'ajouter à l'image. C'est mon discours et non pas l'image elle-même. Parce que l'image parle d'elle-même, il n'a pas besoin de ma description. On le voit, les gens, comment ils dansent, comment ils se meuvent, comment, etc., etc. Tout ce que je suis en train de dire, est une réflexion que j'ai menée pour préparer ce cours, tout simplement. Il n'y a aucune vérité ici. Comme disait Paul Pascan, ce que je pense est faux. Donc, je suis en train de partager avec vous un certain nombre de choses et après, vous le regardez. Si ça vous pousse à réfléchir comme vous êtes en train de le faire, déjà, c'est pas mal. Donc, j'ai atteint un premier résultat. D'accord? Mais moi, je pense que les deux s'expriment différemment et chacun a une capacité que l'autre n'a pas.
D'accord? Bien sûr, quand on regarde, moi je parle à partir de mon expérience, regarder un nahwash et en parler, c'est différent. Moi, quand je regarde un nahwash, je rentre en transe. Un abrasi, je rentre en transe. Mais une description d'Ahwaz, bon, ça peut m'émouvoir. Mais ça ne peut pas m'émouvoir. Mais pas comme si je regarde l'Ahwaz avec des personnes, des hommes, des femmes, etc., qui sont en train de se mouvoir, etc. C'est ça ce que je veux dire, tout simplement. Donc, si vous voulez, en tant que sociologue ou futur sociologue, notre métier est de produire de la connaissance sur nos sociétés. C'est ça qui est important. Une connaissance sociologique, anthropologique. Et très souvent, cette connaissance est le résultat de nos recherches. Et cette recherche, on la consigne dans des articles, dans des livres. Nous la partageons à travers des communications orales, au cours de cours dispensés aux étudiants, dans des séminaires, dans des conférences, etc. C'est ça un petit peu notre travail. Et si vous voulez, cette connaissance est souvent véhiculée, elle est transmise et échangée par deux supports, l'écrit et la parole. Je suis en train de parler, mais je parle à partir d'un écrit. Donc il y a les deux. Il y a les deux, il y a l'écrit et la parole. Et cette connaissance, on l'appelle une connaissance discursive. C'est fruit d'un discours, donc c'est un discours raisonné, réfléchi, rationnel, etc., qui peut être aussi faux, hein. D'accord? Euh, et par contre, quand on fait de l'anthropologie, et l'anthropologue visuel, il cherche à produire un autre type de connaissance, la connaissance non discursive. La connaissance non discursive, qui est le fait des images, et il utilise un langage filmique. Là aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a des fenêtres comme ça que vous pouvez ouvrir. L'un des films que j'ai fait à la demande pour le dossier de l'inscription d'une danse, les gens de l'UNESCO disent on ne fait pas de commentaires, on laisse les gens parler. Et le commentaire est déjà un discours. Vous voyez? Le commentaire est déjà un discours, et dans, le, dans notre pratique de ciné-club, on dit commentaire, c'est commentaire, c'est-à-dire comment faire taire l'image. Quand vous faites du commentaire, c'est-à-dire déjà, vous imposez une vision, etc. Et donc, il y a ces problèmes que vous pouvez rencontrer par la suite quand vous faites des... En tout cas, la connaissance du discursif, c'est un langage filmique qui peut utiliser tout ce qu'on voulait. Voilà, l'image fixe qui bouge, des effets spéciaux, je ne sais pas. Et donc, et le documentaire a une fonction d'archivage et d'archive, comme on l'a vu avec Rudolf Posch. Pardon. Euh, et comme j'ai dit, je suis convaincu que le documentaire documente, il archive, et il témoigne pour garder des traces. Voilà, quand on fait ça, on veut garder des traces des sujets qu'on est en train de filmer ou des objets qu'on est en train de filmer, la nature qu'on est en train de filmer, etc. Et dans une certaine mesure, en faisant des films documentaires, dans cette perspective, nous contribuons à la conservation de la mémoire. Et ça, je m'en rends compte parce que je travaille beaucoup dans les régions qui me sont très chères. Et à chaque fois, je vois que tout ce qui est enregistré, tout ce qui est, etc., va être versé dans la mémoire de cette société. Alors maintenant, je vais encore parler de cette dichotomie entre connaissance discursive et connaissance non discursive. On va s'y arrêter un petit peu pour partager avec vous ma propre pratique de l'anthropologie visuelle, ou si vous voulez, la fabrication des documentaires, et aussi pour parler de ma propre relation entre recherche socio-anthropologique
et documentaire, parce que moi j'ai dit que c'est un continuum. Et donc, je me répète, la connaissance non discursive, le marifa غير الخطابية, bon, j'essaie aussi de trouver des traductions, et le produit d'un bon nombre d'images organisées dans des films documentaires. Et on s'est rendu compte que le film documentaire devient un outil de travail, ou l'anthropologie visuelle devient un outil de travail pour les chercheurs. Je me souviens, oui, je ne veux pas faire des digressions parce que je peux aller très loin. Et en ce qui me concerne, je pense que le documentaire euh, ou les documentaires que j'ai réalisés ne sont en fait que le prolongement de mes recherches. C'est-à-dire, il y a une relation entre ce que j'ai fait comme recherche de terrain et, euh, et si vous voulez, et le film. Et si vous voulez, j'ai compris à un certain moment que je pourrais rendre compte de mes recherches par le documentaire, par l'image et par le son. Voilà. Et je peux rendre l'essentiel, si vous voulez, ou ce que je considère, il y a de la subjectivité là-dedans, ce qui considère comme essentiel dans ma recherche, je peux aussi le partager par un film. Et je reviens à cet article de Clara Paquet, quand il parle des films de Jean Rouge, qu'il qualifie de produits hybrides d'une enquête scientifique doublée d'un travail artistique sous la forme cinématographique. Muntajat, si vous voulez, agile, hein, l'hybridation. Vous y mettez les choses ensemble. من البحث العلمي ممزوجة بالعمل الفني في قالب سينمائي. C'est une hybridation. Et c'est une manière de définir mon propre rapport au documentaire. C'est l'hybridation. Il y a un travail scientifique, il y a un travail artistique. Et donc, qui est dans ce produit. Et donc, si vous voulez, tout ce que j'ai fait est une hybridation à la fois de la science et de l'art. Et dans cette hybridation, vous avez la science et qui s'exprime par les travaux d'enquête que vous connaissez tous, c'est-à-dire pour faire des enquêtes, on va mobiliser un dispositif théorique, conceptuel, etc., un dispositif d'enquête que vous trouvez dans tous les manuels de recherche en sciences sociales, pour faire des observations, collecter des données, traiter, analyser, organiser les résultats et les exposer dans des livres. Ça, voilà, vous produisez, j'ai fait des thèses, j'ai fait des articles, etc. Des rapports aussi d'expertise, etc. Voilà, c'est la partie scientifique. Alors maintenant, l'art, c'est le travail artistique qui va utiliser la caméra et le micro pour faire le même travail, en fait, pour enregistrer des images et des sons. Et vous allez voir qu'on enregistre beaucoup ce que disent les gens. Et l'activité scientifique et artistique, si vous voulez, travaille sur la même réalité. Quand j'ai fait un film sur les Bédouins, sur les nomades comment dire, du Bnigil, j'écris un livre sur la culture et le patrimoine, mais parallèlement, tu fais un film sur ça. Donc c'est la même réalité, c'est les mêmes personnes, etc. Et si vous voulez, l'enquête de terrain sur un sujet donné, en ce qui me concerne, a toujours précédé l'image ou le tournage, puis le montage. C'est-à-dire à chaque fois, je me suis trouvé dans une situation où je me disais, maintenant, je crois avoir compris quelque chose sur cette culture ou sur ces gens, etc. Je crois avoir pu tirer un certain nombre de résultats, etc. Est-ce que je peux montrer aussi tout ce que j'ai trouvé? Est-ce que je peux le montrer par un film? Et peut-être raccourcir le chemin. Et si vous voulez, et c'est souvent la qualité, si vous voulez, des résultats obtenus qui va vous inciter à réaliser le film. Vous dites, ah, mais je crois que j'ai tenu quelque chose de très, très intéressant, il faudrait que je le montre.
La question qui se pose, c'est toujours comment passer de cette réalité, si vous voulez, euh, que vous avez pu traduire par le discours, à une réalité que vous allez traduire par l'image, parce que ce sont des processus assez différents. Et est-ce qu'effectivement, dans ce que vous avez fait jusqu'ici, il y a de quoi alimenter un film? Est-ce qu'il y a une idée de film dans la recherche que vous avez effectuée? Et si vous voulez, en fait, à l'origine d'un film documentaire, il y a toujours une idée, qu'on appelle une idée de film. Euh, C'est-à-dire, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à filmer et pourquoi on veut le filmer? Je vais vous donner un exemple que vous connaissez, un exemple très simple, récent. On a ici des gens qui sont impliqués. La culture de la pastèque a soulevé un débat au Maroc autour de son impact sur les ressources hydriques, etc. Il y a une équipe dans cette université, dirigée par le professeur Zakaria Kadri, qui a conduit des recherches sociologiques sur la question de la plastique dans une région donnée. Ils ont publié des articles, etc. Tout ça, c'est bon. Et à un moment donné, c'est avéré que le problème constitue un bon sujet de film. Euh, Et donc, ils sont allés réaliser un film qu'ils ont intitulé La pastèque de la discorde. Déjà dans l'intitulé, vous avez déjà l'intention des acteurs, pourquoi ils vont filmer ça, etc. Parce qu'il y a ce problème que la culture de plastique pose et tout le monde en parle et ils veulent en faire un film. Et ils ont effectivement fait un film de 29 minutes. Et si vous voulez, dans ce cas aussi, c'est un exemple où le film prolonge l'activité de recherche. Et le film va restituer l'essentiel des résultats et surtout des messages à transmettre. D'accord. Alors, quand on fait ça, en quoi consiste en fait l'acte de réaliser un film? Comme j'ai dit, en ce qui concerne les collègues, ce sont toujours des recherches qui inspirent le sujet du film. Et une fois le sujet trouvé, on va préparer le programme de filmage, de tournage, de réalisation, etc. Vraiment, en ce qui me concerne, là, c'est pas un aveu que je fais, mais c'est comme ça que j'ai toujours fait. J'ai l'impression que, muni de ça, quand j'ai terminé des recherches, etc., quand je commence à vouloir faire un film, j'ai toujours pensé que le film existe dans ma tête. Et c'est très souvent, j'ai des problèmes, surtout quand j'étais à l'École nationale. Ils me disent, voilà, t'es un synopsis, tu voilà, je vais aller sortir et je vais filmer, vous allez voir, il n'y a pas de problème, etc. Euh, et c'est, il est quelque part dans ma tête, dans votre tête, dans ma tête, et surtout dans mes tripes. Que de Gaulle, il y a quelque chose là, et je dois la sortir. Il faut absolument que je sorte ça, parce que ça pèse. Et parfois, l'idée s'évapore. Parfois, les idées s'évaporent. Tu n'as plus d'idées, et le doute s'installe, comme le tic. Je te dis, si je rate, etc. Mais moi, j'ai dit qu'il faut foncer. Il n'y a rien à perdre à essayer de toutes les façons. Surtout dans les conditions où on n'est pas en train de faire de surproduction, on va voir que ce sont des films aussi à bas budget, etc. Et donc, si vous voulez, j'ai dit en quoi consiste l'acte de réaliser un film, cet acte consiste à aller à la rencontre des gens à filmer, qui sont des personnages réels, des gens réels qui existent dans leur environnement, etc. Les producteurs de la pastèque, par exemple, les transhumants, j'ai filmé les transhumants, j'ai filmé les nomades, j'ai filmé les danseurs. On a filmé dernièrement un berger, on a filmé des hommes et des femmes d'une communauté, etc. Ce sont des gens avec qui vous allez entretenir des relations, vous allez filmer, vous allez écouter, etc. Euh, et il s'agit de les filmer dans leur environnement social et naturel, à les enregistrer
à leur poser des questions, à réaliser des entretiens avec eux et à recueillir leurs propos. Vous voyez, donc c'est une opération assez lourde, assez intéressante. Bon, on est en train de faire de la recherche aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est complémentaire. J'ai beaucoup travaillé sur les nomades et c'est quand j'ai réalisé le film que j'ai appris que Telfaz dans cette région a un rôle très stratégique. Alors que j'ai fait beaucoup d'enquêtes, mais le jour où j'ai fait des enquêtes avec les gens, que je leur ai tendu mon micro, ils ont commencé à parler, j'ai compris que Telfaz était stratégique. Moi, tout ce que tu as fait, tout moi, le message là-dedans, voilà, c'était stratégique. C'est là où j'ai compris ça, alors que j'ai passé 10 années avec Tozi, avec les autres, etc. وشريت الترفاس وجبته للدار الى اخره وكليته اكسترا مي j'ai jamais su son rôle en tant que déclencheur d'un processus, surtout pour les gens qui ont tout perdu. C'est pour dire encore une fois que c'est complémentaire. Et donc, on recueille les propos. Et donc, notre rôle, ou le propre de l'anthropologue réalisateur, parce qu'on peut commencer à les appeler comme ça, est de faire parler des gens et de recueillir leurs propos. Et donc, comme j'ai dit, c'est tout à fait similaire au process de l'enquête anthropologique et sociologique, parce que tout simplement, là, vous posez aussi des questions aux gens, sauf que le réalisateur est cette fois muni d'une caméra, d'un micro. Alors, en ce qui me concerne, c'est toujours un vidéaste qui s'occupe de cet aspect du film. انا ما باغيش نتعلم من الكاميرا ماشي ما كنعرفش نصور نقدر نصور ياك نقدر نصور دو بون سيكونس مي جو بريفير كيل كيلكان كي سوكيب دو سا ما فيش انا ملي يكون في التيران يصور هو يصور وملي يكون في المونتاج هو يمونتي مي ça c'est une autre histoire. L'écriture, c'est c'est l'anthropologue qui doit la faire. C'est lui qui كيعطيك هو كاع لي غوش وداك الشيء دابا راه القضيه سهله c'est toi qui dois écrire ton histoire parce qu'il s'agit de raconter une histoire on va le voir après et durant le film je pense que le réalisateur se trouve dans cette situation d'enquêteur, d'explorateur, de chercheur. J'ai dit on apprend des choses nouvelles, tout à fait nouvelles. À cette différence qu'ils utilisent, comme j'ai dit, le micro, voilà, la caméra. Ici, comme j'ai dit, il va collecter ce qu'on appelle un corpus constitué d'images, on appelle ça des rushs. Tu vois, énormément d'images, énormément. D'abord, il n'y a plus d'économie. يبقى تمشي مع هشام يبقى يصور لك يصور لك يصور لك يقول لك دبر راسك مع هادشي. Avant, quand il y avait la caméra, quand il y avait la pellicule, les gens faisaient des économies. بلاتي la pellicule غالية عندك إلى آخره عندك. Non, maintenant, ça aide comme vous avez de la chance. Donc, vous avez de la chance. Et donc, vous avez un corpus constitué d'images, de séquences filmiques, d'enregistrements sonores, sous forme d'entretien. Non, quand on est sur le terrain, c'est pas qu'il y a le vidéaste, mais moi, j'interviens beaucoup là, par rapport à des choses à filmer, comment les filmer, est-ce qu'on va prendre un plan large, etc., tel endroit, etc. Parce que là, c'est aussi votre connaissance. C'est votre connaissance de la réalité du milieu, de l'environnement euh, que vous utilisez quand vous êtes en train de filmer. Et tout ce matériel que vous avez réuni doit être traité. Et là, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Chacun fait comme il entend. Je sais que mon ami tunisien, il filme des heures et des heures et des heures et des heures. J'ai dit, comment tu fais? Moi, je filme très peu. Mais, comme j'ai dit, chacun a sa méthode de travail. En ce qui me concerne, moi, le corpus collecté,
Et à chaque fois, effectivement, c'est des entretiens, c'est des images fixes animées, et j'utilise les méthodes que j'utilise avec tout discours, des analyses de contenu. Je fais des analyses de contenu de ces entretiens, comme je le ferais avec un entretien enregistré par une caméra, magnétophone, ou tout simplement par prise de notes, etc., quand il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous l'enregistrez, etc. Donc, je le traite comme je traiterais un matériau classique, sauf que là, je regarde des images et j'écoute des paroles. Tu vois. Et là, sur les roches, j'essaie de thématiser. Vous avez filmé. C'est-à-dire que la thématique existe avant, mais là, encore vous rethématisez et vous commencez euh, à, à- à organiser parce que c'est ça. Même quand on fait de l'ethnographie, on ramasse énormément de données, parfois comme ça, efface. Il faut procéder à leur classement, à leur typologie, etc., etc. Et donc, ce travail de transcription, de traitement, de classement et d'analyse permet de choisir les passages les plus pertinents, ceux qui vont offrir une matière assez cohérente pour construire un récit. Parce que, comme j'ai dit, tout film documentaire raconte une histoire. Et c'est l'histoire de l'anthropologue. C'est votre histoire que vous allez raconter. Il n'y a personne qui va le faire, même si vous travaillez avec une équipe, etc. Euh, donc, c'est bien entendu, il s'agit d'écriture. Comme on écrit le texte, on écrit avec des images. C'est l'écriture cinématographique. De toute façon, les auteurs, les grands auteurs de films disent c'est des gens qui écrivent des films. C'est des auteurs. Voilà. Et donc, vous allez passer tout simplement d'un récit discursif à un récit qui utilise un langage cinématographique. Maintenant, bien sûr, on va choisir. On ne va pas tout utiliser. On va choisir ce que j'ai appelé les passages pertinents. Mais choisir des passages pertinents, c'est un acte tout à fait subjectif. C'est de la subjectivité. Sélectionner, choisir, c'est sacrifier. C'est, voilà. Qu'est-ce que. Oh, هاد l'image زوينه هادي ولا بغيتي هادي زوينه والاخرى زوينه انا غدير الفيلم ديال 4 سوايع شي واحد ما يتفرج فيه vous êtes obligé de ديك الزوينه ديال الزوينه شوفي اللي فيهم زوينه اكثر من الاخرى الى اخره وما كاين حتى شي واحد زوين احسن من شي واحد. À un certain moment, vous dites, voilà, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce que finalement vous regardez, vous dites, ah, هادشي سلس ماشي سلس, redondant, ennuyeux, ça va faire, voilà, ça va endormir les gens, etc. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout mettre dans un film. Et donc, la subjectivité du réalisateur existe. Moi, j'ai dit qu'il existe, on n'y peut rien. Et c'est un grand dilemme. Qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut éliminer, etc. Alors, peut-être pour aller vers la fin, est-ce que quand nous réalisons des documentaires, est-ce que nous accomplissons, si vous voulez, un axe politique? Est-ce qu'on est engagé politiquement? Ben, je crois que j'ai bien montré le lien qui existe entre la recherche sociologique, anthropologique et la réalisation d'un film documentaire. J'ai dit que c'est un continuum. Et je dirais peut-être du film documentaire ce que Paul Pascal avait dit de la sociologie dans le numéro, un numéro de BioSem un livre qui s'appelle 30 ans de sociologie au Maroc, c'était janvier 1986. Il dit que, je vais dire, ce que je vais dire de la sociologie, moi je pense qu'on peut le dire des documentaires, la sociologie ne doit pas se condamner au silence, c'est-à-dire il va parler. Au contraire, doit-elle donner sa voix
au silencieux, et parlait contre les braillards. Les braillards, au moins, donc les cardans de Zav. Le sociologue, il dit, est celui par qui le scandale arrive si on veut bien l'entendre et l'écouter. Parce que les sociologues, on ne les écoute pas toujours. Et on peut ne pas les laisser parler, comme on l'avait dit, dans les années 70, etc. S'il existe, c'est-à-dire s'il commence à parler, si on le laisse respirer, c'est qu'il y a une trahison, des stratégies réciproques tortueuses par quoi chacun des parties s'accorde tacitement. Donc, le documentaire est là pour donner la voix à ceux qui n'ont pas cette voix. Tu vois. Et ce que nous faisons en réalisant un documentaire, nous essayons, dans la mesure du possible, de donner la parole à ceux et à celles qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et nous essayons de faire entendre leur voix. Nous les portons à l'écran, nous les faisons connaître au grand public. Alors c'est ça, parce qu'un livre, personne ne va le lire. L'image a une force suggestive. L'image, c'est comme l'écrit, que l'écrit n'a pas. Encore une façon de comparer le discursif et le non-discursif. En plus, l'image est accessible au grand public. Tout le monde peut regarder un film. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou d'aller assez loin dans leur éducation. Moi, je le vois, le film que j'ai fait à Houz, chez moi, la thèse que je défends, et là c'est la Qadiyya de Love Story, la thèse que je défends, c'est que c'est un débat dans lequel j'entre pour dire, oui, nos paysans avaient connu des moments de souveraineté alimentaire. Ne nous racontez pas d'histoire. Le bled, le nas, qu'on a ici, la souveraineté alimentaire, etc. Oui, il y a un concept, la souveraineté alimentaire. Mais à aucun moment, dans le film, il y a une souveraineté alimentaire. Voilà, c'est ça ce que je dis. Mais les gens te disent, كنا كناكلوا كنشربوا كنديروا هذه هذا ما تحتاجوا لا مارشي لا والو عايشين voilà sobrement mais عايشين etc. Voilà. C'est donner la parole à ces gens pour s'exprimer. Et tout le monde va les écouter, tout le monde, chacun va réagir à sa manière. Il y a des gens, ah oui, ça nous rappelle ceci, etc. Il y a des gens qui disent, ah oui, c'est vrai, on est en train de revenir en arrière. Et parfois, le choix des images à montrer est presque un acte politique. C'est de l'engagement pour une cause. Et chaque documentaire, je cite Habib Aïd, qui est un ami à moi, un Tunisien qui était là, qui va venir aussi. Chaque documentaire est un acte d'accusation, il dit, dans un article paru dans Orient 21, après la projection de son film chez Hili, qu'on va voir, Inch'Allah, au festival de Carthage. Il dit ça, c'est un acte d'accusation, et il continue en disant, si je ne fais pas de film, je dois prendre une Kalachnikov avec ça. Lui, je sais, lui, il est plus... bon, il est... T'es yeux d'accord. Choisir de filmer tel ou tel sujet, ou de telle ou telle manière, d'exposer le film à un public large, etc., je pense que c'est un acte politique et militant. Moi, je ne dis pas que je suis en train de faire de la politique ou je fais du militantisme, mais au moins, j'essaie d'exprimer ce que je sens et ce que je pense. Choisir des images, quand je travaillais sur les Bnigil, il y avait beaucoup de choses qu'on avait fait. J'ai écrit un livre, il y avait un beau livre, et j'ai fait un film. Alors, et des articles, bien sûr, mais l'histoire du beau livre est magnifique parce que je suis allé pour faire le livre sur la culture, faire un grand rapport au Machiddo, à une maison de communication d'Akchi, pour faire le beau livre. Et moi, j'ai amené avec moi un photographe, un ami, etc. Il a filmé. Et toutes nos photographies ont été rejetées. علاش؟ مشاو صيفطوا الكوميونيكاسيون ديالهم داكشي تو سامبلومون حنا صورنا الناس كيف لقيناهم دوك الحوايج ديالهم واش انا غادي تمشي تما
وغادي تلقى كساب لابس جلابه بيضاء مصوب هذا بحال غادي للعرس، غادي تلقاه كيف هو. العيالات كيف هما، فهمتي كيف المسائل محطوطه. هذاك الشيء ما دونك مشاو داروا د لا ميزون سين، داروا لي ميم زيماج، مشاو قلبوا حيت ما بغاوش يعرفوا واش غادي يصوروهم، متفقين خصهم يعرفوا واش غادي يصوروهم، ومشاو صوروهم. وكتلقى دابا هذاك كيذبح حيت ذبحوا لنا داك الشيء راك عارف هذوك المناطق، كيذبح على بجلابه بيضاء، ما سي با بوسيبل. انا هذيك ليماج اللي سميتو لابس البوط وداك الشيء هذا، وما نبغوش هذاك. Qu'est-ce quelle image on veut montrer de nous-mêmes. فهمتيني فهمتيني هذا اللي يقولوا العام زين. Il faut de toutes les façons ces gens ce n'est pas parce qu'ils sont habillés comme ça. Là, à des moments, tu peux les filmer, مثلا dans une fête, تعجب منهم. D'ailleurs, ils sont très beaux, les femmes sont très belles, etc. ولكن راهم كيكونوا خدامين، كيكونوا منسقين، كيكونوا هذا سي juste quelle image on veut montrer de nous-mêmes et quelle position prendre par rapport à ces choses. Et donc, si vous voulez, maintenant, rapidement, comment je suis venu à la production de ces films. Majej dakchi hekdak. Bien sûr, je ne suis pas un professionnel du cinéma. Je suis un autodidacte, je suis un artisan, je suis un amateur. Et j'ai défendu toujours cette position. Je ne veux pas devenir professionnel du cinéma. Et je me suis formé sur le tas. D'abord, le peu de choses que je connais sur le cinéma, je l'ai appris dans un ciné-club. J'étais membre, animateur, etc. à la fin des années 70, début des années 80. Bon, j'ai participé à certains films, à la réalisation de certains films avec mon ami Saad Sharibi. Donc j'ai touché à pratiquement tout. J'ai fait de la... J'étais co-scénariste, co-dialoguiste, acteur, assistant à la réalisation. J'ai même jeté quelques regards sur les tables de montage à l'époque. C'était des tables de montage avec Cinta et l'époque de la pellicule, tout ça. Ça me permet bien. Je regarde beaucoup de films jusqu'à présent. Et j'ai réalisé mon premier film en 1988 sur la transhumance à l'Okéidan, que j'ai appelé Intrusion dans la classe pastorale, avec des moyens de bord, un petit caméscope, la qualité est nulle, mais ça reste un documentaire. Ça reste un document qui vous montre les gens dans les années 80, comment ils étaient, etc. C'est toujours des petites équipes, très souvent, 2-3 personnes, caméraman, monteur, à la fois caméraman et monteur, des budgets très modestes et pas zéro budget. J'ai assisté une fois à une discussion sur le zéro budget. C'est très difficile d'avoir le zéro budget. Parce que, à chaque fois que zéro budget, parce que maintenant, il y a les caméras, le téléphone, on peut faire des films, effectivement. Mais pas grand-chose. Vous pouvez faire un film qui tend vers zéro budget, mais beaucoup de bricolage financier. Donc, les films que j'ai réalisés, chacun a une histoire qui raconte sa jeunesse, le processus de sa réalisation. Si vous voulez, celui sur la transhumance, en fait, c'est ma thèse. 88, moi j'ai soutenu en 93, donc c'est pas fini. Mais j'ai déjà observé la transhumance pendant... Ah, vous n'avez plus... Mais qu'est-ce que c'est donc, j'ai déjà observé la transhumance pendant 3 ou 4 campagnes. C'est-à-dire, je vais là-bas, je passe un mois avec les gens, et j'ai vu que la transhumance est scénarisée. C'est un scénario. Il faut juste venir le filmer. Vous voyez? Et donc, je suis allé filmer ce scénario, bien sûr, pas comme je l'ai souhaité, comme l'aurait fait quelqu'un qui a des moyens, etc. Mais ça donne une idée sur etc. Les nomades, j'en ai parlé. Le dossier, le film sur la danse de Teskioui, c'est tout simplement, il fallait, dans le dossier pour inscrire cette danse dans la liste des patrimoines immatériels de l'UNESCO, il fallait faire un film de 9 minutes, pas plus. Et là,
et là, c'est une expérience assez particulière parce qu'il faut à la fois montrer c'est quoi cette danse et montrer justement pourquoi on veut la sauvegarder. Est-ce qu'effectivement elle est en danger? Voilà, oui. Comment, et là, vraiment, vous orientez votre façon de filmer pour produire des arguments qui, va, qui vont convaincre euh, la Commission internationale pour le choix du film qu'effectivement, cette danse est magnifique, il a une histoire extraordinaire, mais en même temps, à cause de la mondialisation, à cause de la modernisation, il est en train d'être oublié et il peut disparaître si rien n'est fait. Donc voilà un genre de film où, politique ou pas politique, j'en sais rien, mais en tout cas, vous essayez de produire quelque chose qui répond, je ne dirais pas à une demande, mais qui répond à une problématique. Bien sûr, j'en ai parlé sur la question de la sécurité alimentaire. Et dernièrement, on a produit un film avec les deux là qui sont ici, sur un berger. Sur un berger. Ben, comment l'idée est venue? Tout simplement parce que j'étais invité par des gens qui organisent des journées de berger à Itbougmez. Et puis, ils m'ont invité une fois, je suis allé leur parler des paysages culturels, de l'agropastoralisme et tout ça. Et puis, ils ont dit, il faut que tu reviens parce qu'on va faire un truc sur les bergers. Bah, je peux dire, je peux raconter des histoires, je peux vous faire un discours sur les bergers, mais cela ne m'intéressait pas. Et je me suis dit, allez, on va aller faire un film sur un... Alors, il se trouve que chez moi, il y a un dernier berger. Un dernier. Et on est allé le filmer, moi, Hicham et Ibrahim, etc., avec beaucoup d'histoires qui nous sont arrivées. Et on a passé une seule journée pour faire ce film. Voilà. Alors, si vous voulez, en conclusion, le film, la photo, maintenant sont très utilisés en anthropologie visuelle. Si vous prenez par exemple le livre de Jacques Berg, les Sksawa, il existe, il est diffusé. Vous allez trouver qu'il y a énormément de photos là-dedans. Et ces photos, c'est des archives. Au moins, vous voyez c'est quoi l'habitat à l'époque, c'est comment les gens étaient habillés, etc. Euh, et voilà, encore une fois, je suis très content qu'il y ait cette initiative de pousser à ce que l'anthropologie visuelle ou la sociologie visuelle soit inscrite dans la pratique des uns et des autres, parce que c'est très intéressant d'inscrire le film, la photo, les sons dans les activités académiques, et franchement de prendre vraiment au sérieux ces supports. Ils sont des outils de recherche. Nous documentons, nous archivons, nous conservons des images et des sons sur des phénomènes parfois sociaux, parfois très complexes, etc. Je dirais sur des éléments du patrimoine. Nous contribuons à tout ça. Si vous voulez, comme j'ai dit, la caméra, l'appareil photo, ils vont produire des images, des sons, qui, avec le temps, et j'en ai fait l'expérience, vont prendre valeur d'archive. Deviennent par la suite, on est en train d'écrire l'histoire que les générations futures vont, peut-être vont nous remercier d'avoir inscrit ça. Et ce sont des documents historiques qui, si vous voulez, participent à la constitution de notre mémoire et de notre mémoire visuelle. Et voilà, je vous remercie.